Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs. Les titres de l'actualité, c'est tout de suite. De longues files de véhicules sont toujours remarquées dans les pompes à essence. La situation n'est toujours pas revenue à la normale dans les stations de service, malgré l'annonce de l'arrivée d'une cargaison de gasoline pendant le week-end. Certaines stations sont toujours restées fermées. Les noms des 3 personnalités pressenties par le chef de l'État pour occuper la fonction de Premier ministre ont été révélés par les présidents des 2 branches du Parlement via les réseaux sociaux. Il s'agit de Marjorie Alexandre Brunache, Jean-Michel Lapin et Gabriel Fortuné. Et puis le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a annoncé la semaine écoulée le début d'une phase de transition de la mission des Nations Unies d'appui à la justice haïtienne, Minijust. L'arrivée d'une cargaison de gasoline pendant le week-end devrait contribuer à normaliser l'approvisionnement en carburant. L'expert en question d'énergie estime toutefois qu'il faudra attendre l'arrivée d'une seconde prévue le 15 avril pour un retour total à la normale. En ce qui concerne la libéralisation du marché du carburant, l'expert juge que le BMPAD doit édicter au plus vite les règles concernant les commandes effectuées par les compagnies. Malgré l'arrivée des produits pétroliers, la situation ne s'est toujours pas normalisée dans les stations de service. Pour essayer de comprendre ce qui se passe exactement, nous avons avec nous sur le plateau M. Réginald Noël, expert en question énergie. Réginald, bienvenue sur Métro News. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir encore une fois d'être avec vous ce soir pour parler de carburant cette fois-ci. Définitivement. Voilà. Alors Réginald, malgré l'annonce de l'arrivée d'une cargaison de gasoline pendant le week-end, certaines pompes sont restées fermées. On constate que la situation n'est pas revenue à la normale. Qu'est-ce qui explique ça? Voilà, il faut que j'explique pour le grand public, pour que le grand public puisse comprendre. Le bateau qui est arrivé samedi, c'est une commande qui a été placée par la compagnie nationale pour desservir le réseau de stations nationales. Ça, c'est une première phase de ce qu'on appelle la grande libéralisation du marché qui est en train de se faire. Donc, pour le moment, étant donné que les règles du jeu n'ont pas été clairement définies, donc la nationale a commandé uniquement pour ces stations. Très bien. Le prochain bateau qu'on annonce là maintenant pour le 14, qui devait arriver, ce serait maintenant un bateau qui va desservir le réseau de Total. Là maintenant, il faut que le gouvernement se prononce là-dessus, pour qu'il y ait des règles bien définies, pour qu'il y ait cet approvisionnement qui soit vraiment stable à l'échelle nationale. Pas seulement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais à l'échelle nationale. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que le gouvernement, l'État n'a pas augmenté les prix du carburant? Est-ce que c'est parce que l'État ne peut plus payer ses factures pétrolières? Qu'est-ce qui cause ces problèmes? Là, tu viens de soulever plusieurs points assez importants, tu vois, de tout ce que tu veux dire. Le nœud gardien de tout ça, tu vois, c'est le coût de la subvention qui ne cesse de croître, qui est très élevé. Actuellement, le gouvernement haïtien doit aux pétrolières, aux importateurs, la somme de 6,6 milliards de gourdes. Et c'est une somme qui croît tous les mois d'environ 600 millions de gourdes à chaque arrivage. La différence qui existe entre le prix fort qu'on paie lorsqu'on place la commande et le prix faible qu'on paie maintenant à la pompe lorsqu'on achète en tant que consommateur. Il y a toujours un remboursement que l'État doit faire à ces pétrolières. Maintenant, c'est ce qui crée l'accès, c'est la subvention. Comment éliminer cette subvention sans causer toute cette casse qui a eu lieu, tu te souviens, la dernière fois, le 5, 6 et 7 juillet dernier, lorsque le gouvernement voulait justement ajuster les prix à la pompe. Donc là maintenant, comment faire ça et faciliter, subventionner seulement les petites bourses, c'est là maintenant, il faut qu'on trouve cette synthèse et aller maintenant avec tous les acteurs qui sont sur le terrain pour pouvoir maintenant calmer ce jeu. Très bien. Donc l'État a-t-il payé la compagnie Novum? Est-ce que finalement... Aux dernières nouvelles, ce que j'ai cru comprendre, l'État ici a fait un versement de 20 millions de dollars environ à Novum, mais Novum exige, tu vois, un calendrier de paiement et une reconnaissance de dette de l'État haïtien face à cette compagnie. Très bien. Est-ce que le problème de pénurie va être résolu de façon définitive avec la libéralisation du marché? Très difficile. Il faut encore une fois établir les règles du jeu. Parce que si tu gagnes maintenant la commande, c'est certain qu'il va toujours avoir des séances d'appel d'offres
à chaque fois qu'on va placer une commande, tous les 15 jours environ. Parce que l'autre capacité de stockage est d'environ 15 jours, tu vois, lorsqu'on commande. Et à chaque fois maintenant qu'il y a une séance d'appel d'offres, il faudrait maintenant que cette personne puisse commander suffisamment pour satisfaire les besoins du marché, tu vois, pendant cette période. Et l'une des réclamations, en fait, l'une des exigences qu'avait fait, tu vois, qu'avait le BMPAD, c'était que ces compagnies viennent avec une lettre de crédit stand-by. La lettre de crédit stand-by, ce n'est pas un document qui est facile à trouver, et c'est un document qui exige beaucoup d'exigences. Je vais t'expliquer, je vais te prendre un exemple. La commande la plus simple qu'on fait le plus souvent, c'est une commande de 150 000 barils de gasoline, qui représente environ 10 à 15 jours de consommation. 15 000 à faire 150 000 barils de gasoline à 42 gallons par baril, ça te donne environ 6 millions de gallons. À 1,91 $ le gallon, ça te donne 12 millions de dollars. Tu vois, je prends des chiffres qui sont assez simples pour que tout le monde puisse comprendre. Et si maintenant je veux passer cette commande, je dois venir avec une lettre de crédit pour 12 millions, il y a 7%, il y a un taux d'intérêt qui est appliqué là-dessus. Ce taux d'intérêt, c'est de 720 000 $. Donc, ce n'est pas n'importe qui maintenant qui a ses reins assez solides pour pouvoir jouer ce jeu. Ça, je prends la plus petite commande. Il faudrait maintenant aussi qu'on s'assure qui est-ce qui va maintenant alimenter les producteurs d'énergie électrique, comme les réseaux de DH, les autres compagnies privées, comme la Sogéner, et E-Track, ou bien E-Power, tu vois, qui est-ce qui va placer les commandes pour satisfaire ce besoin? Parce qu'il n'y a pas que le côté mobile du carburant, mais il y a aussi le côté production d'énergie électrique. Tu vois, c'est toutes ces questions qu'il faut qu'on se pose. Il faut que nous aussi, en tant que citoyens avisés de la société civile engagée, puissent maintenant dire à l'État, voilà quoi, 1, 2, 3, voilà ce qu'on souhaitait comprendre et qui va être fait. Bien sûr. Tu vois? Alors, libéralisation du marché du carburant, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Libéralisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau, Laurence. Avant 2008, avant Petro-Caribé, tu vois, il y avait 4 grosses compagnies pétrolières qui étaient sur le terrain. Il y avait la Texaco, la Shell, la Esso et la ELF qui s'est convertie en Total. Ce sont des multinationales qui étaient sur le terrain. C'est eux qui plaçaient les commandes en fonction maintenant de leur réseau de stations. Il y avait toujours un séance d'appel d'offres et l'État haïtien était là en tant que régulateur, s'assurait. Tu vois que les prix maintenant qu'on affiche correspondent avec le tarif régional qui se faisait dans la zone. À ce moment-là, on se basait sur le tarif de Trinidad, qui était en fait un pays de la Caraïbe, qui est un pays producteur de pétrole, le Pétrotrim. Donc c'était le tarif de base pour se baser. Maintenant, après 2008, on a eu l'accord de Petro-Caribé. Petro-Caribé, c'est un accord qui a eu lieu entre 2 gouvernements, le gouvernement haïtien et le gouvernement vénézuélien. Le Venezuela, à ce moment-là, nous garantissait 14 000 barils par jour de produits divers, gasoline, diesel et kérosène. Maintenant, ça ne suffisait pas pour les besoins au quotidien du pays. On importait toujours 4 à 5 000 barils de spot sur le marché international pour combler ce déficit. Tu vois, maintenant, après les événements de 2017, les échauffourées qu'il y a eu entre le gouvernement américain et le gouvernement de Maduro, le gouvernement américain a mis le Venezuela sous embargo économique. On ne peut plus maintenant payer le Venezuela pour les produits qu'on allait consommer. Donc, Petro-Caribé est devenu désuète. À ce moment-là, c'est le BMPAD qui n'avait pas ce rôle, qui plaçait les commandes sur le marché international pour garantir maintenant l'approvisionnement en produits pétroliers à l'échelle nationale. Mais il se trouve que maintenant, avec la subvention, ça coûte cher. Parce que le pétrole ne se vend pas à un prix fixe. Ça fluctue, de jour en jour selon, tu vois, les problèmes météorologiques, les problèmes de terroristes, les problèmes militaires. Il suffit que qu'un leader meure pour qu'il y ait une variation. En une semaine, on a connu à peu près 4 $ d'augmentation à cause d'une crise qui est actuellement là en Libye. En Libye, à Tripoli, il y a 2 troupes là, qui sont en train de se disputer la capitale libyenne. Et maintenant, ceci affecte l'approvisionnement à l'échelle mondiale du pétrole. Et les prix pour le mois prochain sont autour de 64,38 $. Ce n'est pas de bonnes nouvelles pour nous. Il va falloir maintenant qu'on commence à penser à une stratégie. Comment nous allons maintenant nous assurer que le pétrole va arriver, les produits vont arriver à nos pompes et un petit peu partout. OK. Donc, libéralisation,
ou pas de libéralisation, à ton avis? Il faut, la libéralisation va être faite, mais pas du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon précipitée. C'est quelque chose que nous allons planifier. On ne peut pas dire que d'ici la fin de l'année ou bien dans un an, progressivement, tu vois, il faut que le BMPAD maintenant, il faut que le gouvernement donne un autre mandat au BMPAD. Pourquoi ne pas insérer le BMPAD, par exemple, au sein de l'ANRC, qui est l'agence nationale qui a été créée justement pour réguler le secteur énergétique en Haïti? Tu vois, donc maintenant, il n'y a pas que le pétrole comme énergie. Il y a l'énergie électrique, il y a l'énergie en fait, pétrolière, il y a les énergies renouvelables, qu'on commence maintenant beaucoup à parler. Maintenant, créer, maintenant, vraiment structurer tout ça et maintenant mettre une cellule qui sera responsable de la commande des produits pétroliers pour satisfaire les besoins du marché. Merci Réginald, on comprend un peu mieux ce qui se passe. Il n'est que d'espérer que la situation revienne à la normale dans un avenir proche. Ben, merci, ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir, téléspectateurs. À bientôt, Laurie. À bientôt. Merci. La rareté de carburant constatée sur le marché local est une entente entre l'État et le secteur privé, selon le député Jean-Marcel Luméran. L'élu de la circonscription de Grand-Goâve, qui parle de rareté artificielle provoquée, précise que l'annonce de libéralisation du marché du pétrole en Haïti est une stratégie qui vise à donner le monopole au privé et déresponsabiliser l'État. Le fait que vous provoquez une rareté artificielle, c'est espérance que dans les prochains jours, on va voir que les gaz la viennent sur le marché, on va monter prix à la pompe. Et l'État va le déresponsabiliser parce que nous, il n'est pas aux commandes, il est là pour le réguler. Maintenant, c'est le mécanisme du marché qui va jouer son rôle. Mais moi, je crois que c'est une action, une entente de la part de l'État et du secteur privé pour que vous créez cette rareté artificielle pour montrer que l'État n'a pas une capacité pour continuer à faire commande et permettre qu'il y a un secteur privé à prendre commande qui sera défavorable à la grande masse, puisque lorsque c'est le privé qui dispose du monopole, mais il va agir selon leur ensemble et il va imposer le prix au marché qui ne sera vraiment pas favorable au consommateur final. Les populations font pour assez vélatif pour que dans les prochains jours, les gaz à monter, pour regarder qui variation qui fait sur le prix du marché international, pour regarder l'augmentation qui va le faire là, est-ce qu'elle est proportionnelle à prix de vente qui gagne sur le marché final. Les présidents des deux branches du Parlement ont, via les réseaux sociaux, révélé les noms des 3 personnalités pressenties par le chef de l'État pour occuper la fonction de Premier ministre. Il s'agit de Marjorie-Alexandre Brunache, Jean-Michel Lapin et Gabriel Fortuné. Le président du Sénat, Karl Murat-Kontave, et celui de la Chambre des députés, Gary Bodo, ont indiqué que le chef de l'État, Jovenel Moïse, a fait part de ces noms après des échanges de plus de 3 heures. Madame Marjorie-Alexandre Brunache est la fille de l'ex-président provisoire Boniface Alexandre et surtout, elle est également l'épouse de Pierre-Michel Brunache. Si les deux Brunache sont juristes, Monsieur Brunache a été ministre de la Justice et chef du cabinet du Premier ministre Laurent Lamotte. Madame Brunache avait occupé la fonction de consul général d'Haïti à Boston. Jean-Michel Lapin, Premier ministre par intérim, est un fonctionnaire de carrière qui n'est pas connu comme une personnalité politique. Il a été directeur général du ministère de la Culture sous les administrations de Martelly et Privert. Monsieur Gabriel Fortuné, de son côté, ancien sénateur et maire d'Écailles, il est réputé comme étant un très proche du chef de l'État. Les 3 personnalités sont de la même famille politique du chef de l'État. Brunache, Lapin et Fortuné ont été membres de l'appareil d'État, soit comme élus, soit comme hauts fonctionnaires. La Journée mondiale de la santé a été célébrée ce lundi en Haïti. Une cérémonie a été organisée pour marquer cette date. À l'occasion, la ministre de la Santé a déploré les différents problèmes récurrents du système. Marie-Greta Roy Clément se dit déterminée à relever les défis en proposant diverses alternatives. Selon le docteur Clément, le système de santé haïtien doit connaître de grandes améliorations. Par ailleurs, cette cérémonie organisée par le ministère de la Santé publique avait pour but de marquer également la Journée mondiale de la vitamine A, célébrée le 9 avril. Nous sommes tous interpellés. Nous ne devons point continuer à être de simples spectateurs, mais plutôt des acteurs d'un système de santé véritablement dédié à la lutte contre la maladie partout où elle se présente.
Cela va nécessiter de nous bien de sacrifices, voire même un dépassement de soi pour monter une offre de soins à la dimension des espérances de tous. Le gouvernement le veut, la Constitution nous y oblige et la population le réclame à corps et à cri. Agissons ensemble pour faire sauter les différentes barrières à l'accès aux services et aux soins de santé, qu'elles soient organisationnelles, relationnelles, géographiques ou financières. Prenons aujourd'hui la ferme résolution de nous comporter comme des agents du développement et du bien-être de l'homme haïtien. Nous pouvons faire et nous allons faire de cette couverture sanitaire universelle, santé pour tous et partout, une réalité. Le ministère de la Santé publique et de la Population est conscient que le chemin de la satisfaction de la clientèle est hétéroclite. Mais malgré ce dilemme, nous pouvons et nous allons nous hisser à la hauteur de pareilles exigences en nous concentrant davantage sur nos priorités qui doivent se greffer sur celles de la population. Je ne terminerai pas sans parler de la vitamine A à laquelle cette journée est aussi dédiée en mémoire du docteur Serge Toureau. La vitamine A protège vos yeux, l'intégrité de vos tissus, la peau. Vous pouvez la trouver dans les fruits jaunes. Elle est administrée à vos enfants chaque 6 mois ainsi qu'à la femme après l'accouchement. Gardez tout ceci à l'esprit et faites-en bon usage. En nous porter la soignaille by tout le monde et tout côté. Dans le culturel qui succédera à Samantha Kola, Miss Haïti 2019, c'est reparti pour une nouvelle édition. Le comité de direction a officialisé le début des candidatures pour le concours de beauté le plus populaire, Miss Haïti. La présidente du comité, Sabine Désir, entourée des Miss Samantha Kola, Vianney Ménard et Seydina Allen, a souhaité apporter des éclaircissements quant au déroulement de la compétition. Malgré certaines critiques exprimées et prises en compte lors de la précédente édition, le comité aspire à ce que les Haïtiens suivent et supportent l'un des concours les plus médiatisés du pays. C'est pas beauté, c'est pas hauteur, c'est pas ça qui peut faire que vous choisissez. C'est qui ça que vous même vous portez en tant que monde, c'est qui ça vous portez qui peut mettre en valeur ça que le pays ou gagne. C'est lui-même qui est primordial, c'est la personnalité de la fille. Parce que le livre représente Haïti, c'est le monde qui devrait regarder. Venez mettre avec support que Haïti gagne. Le critère Miss Haïti, c'est être haïtienne, être née de sexe féminin, avoir un passeport haïtien valide ou être éligible à 100 pour avoir entre 20 et 26 ans, être célibataire et sans enfant, être en bonne condition physique, taille et poids proportionnels, parler français, créole et anglais, niveau universitaire, nourrir un projet social, être disponible pour toutes les activités durant le concours et s'acquitter des frais d'inscription qui sont de 100 $. Au niveau mise à jour qui fait année, c'est vraiment un concours national d'un côté que nous parlons dans 4 départements en plus de la diaspora. Nous à présent et mise à jour là, nous pensons que dans la semaine qui finit avec moi qui venir, nous parlons de toute mise à jour qui fait au niveau concours là avec toute équipe ça qui rejoint qui renforce côté que année. 7e édition, je toujours dit que 7 c'est le chiffre parfait et je crois que cette année Miss Haïti sera satisfaisant sur beaucoup plus d'un point. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour une autre édition de Métro News.